comment le virus est rentré en fait dans les EHPAD. Ça a été parfois dans le cadre d'hospitalisation, etc. Donc ça veut dire aussi que tout le personnel de tous les EHPAD et tous les personnels soignants doivent être vaccinés. Alors c'était l'objet de mon appel. Lorsque tout à l'heure j'ai été pris au standard, j'ai dit que ce qui me préoccupait le plus en tant que médecin, c'est en effet la réticence, et ça me navre, des personnels soignants, des EHPAD. On a évalué aujourd'hui à 19% l'adhésion au vaccin pour des personnels soignants d'EHPAD. Ça, c'est absolument dramatique. Pour quel motif ? Écoutez, le problème, c'est que, vous savez, les réseaux sociaux... Il est invraisemblable que dans une société civilisée, on puisse, sous couvert d'anonymat, dire n'importe quoi. Et notamment tenir des propos antisémites ou des propos racistes. D'ailleurs, comme ça a été rappelé tout à l'heure, la précédente Miss France, elle aussi, avait été attaquée sur les réseaux sociaux parce qu'elle était noire. Donc là, c'était du racisme, c'est pas de l'antisémitisme. Tout ça est insupportable. Et donc, les gens qui disent « Ah oui, mais on n'y peut rien, c'est les réseaux sociaux », je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a différents problèmes. Il y a ce problème de l'antisémitisme chez les jeunes musulmans, si vous voulez, et il y a ce problème des réseaux sociaux. Non, mais alors, excusez-moi, il y a l'un et l'autre. Beaucoup de choses font beaucoup de mal, véhiculent des choses qui sont fausses, des choses qui sont mal documentées. On a affaire à des professionnels de santé. Oui, mais vous savez, les professionnels de santé, ils sont comme les autres. Ils regardent la télé, ils lisent des journaux, ils regardent des réseaux sociaux, et il y a une certaine défiance. Je pense à des personnels, les aides-soignantes, les infirmières d'EHPAD. Il y a une défiance par rapport à ce vaccin qui est totalement infondée. Il y a quelque chose. He pointed it out that we have to have a certain time period to really study the effects, and of course we don't know. Maybe it works, but maybe it's a big experiment where we say, okay, we should have been waiting a little bit more longer. I personally worked a lot with the adenovirus constructs. These are adenovirus viral vectors, which are used for vaccination. And the company Leucocare worked earlier. And this is a technique which I trust more because it's not to put in the RNA into human cells, but we have the adenovirus viral vector vaccination strategy is proven already partly, and I would trust more this technique. And I think there are some companies coming out with this adenoviral vector soon, and let's see what's. Personally, I would be skeptic a little bit to hurry too much now. And Dr. Zelenko, what are your patients thinking about? Are they coming asking questions about this vaccine? Yeah, most don't want to take it. But let's do a thought experiment for a second. Let's assume the vaccine is perfectly safe and perfectly efficacious. The question is, who are you going to give it to? Why would we immunize the low-risk population when the data shows, the statistics are that 99.97% of them will clear the virus without any intervention? So the question will be, who do we deploy the vaccine to? Now, obviously, the high-risk population, if it was safe and efficacious, would benefit from it. The question is, like we do with the shingles vaccine or pneumonia vaccine, we don't give it to younger people. We give it to people who over the age of 50 or 60, 65, who are at risk. So what's scaring me is this rush to mass immunize everyone and using the power of the government and the gun to say, if you don't immunize your children, let's say, we're not going to let them into school, this type of manipulation. And I'm thinking to myself, why would I immunize children who will clear the virus and be just fine? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Admettons que la totalité des personnes âgées d'un EHPAD, dont des personnes fragiles, sont vaccinées. Entre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Oui. Les personnes vulnérables ne risquent plus rien. Absolument. Donc, ça veut dire que si le personnel soignant n'est pas vacciné, elles sont aussi des personnes au contact de ces personnes vulnérables. Donc, elles aussi, elles ne risquent pas de mettre en danger les personnes vulnérables. Ben si parmi si parmi les personnes vulnérables, certaines ne sont pas vaccinées parce que les familles n'ont pas donné leur consentement, ben, si tu veux, c'est... Il n'y a pas personne qui l'a acheté.
Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Si tu veux, c'est à ce moment-là que tu remets en danger les gens dans les EHPAD. Des nouveaux entrants. Le problème, est vacciné. Si tout le personnel est vacciné, mais que tu as des nouveaux entrants qui ne le sont pas encore et tu as un personnel soignant qui ne l'est pas, ça pose problème. Tu m'emmerdes moi? Non. Aïe. Jacques. Le problème du consentement en plus, alors vous avez raison, il y a un turnover malheureusement dans les EHPAD, y compris des hébergements temporaires avec des personnes qui ne passent que quelques jours dans l'EHPAD. Aujourd'hui, le consentement, c'est la grande problématique, dans le sens où on a effectivement un certain nombre de gens qui sont sous curatelle. Donc... Je sais bien que c'est difficile de manger en portant un masque ou de boire une coupe de champagne en portant un masque. Donc il faut obtenir l'avis du curateur. Parfois, c'est le juge qui va donner son autorisation. Ça peut être extrêmement lourd, en effet, ce principe du consentement. Mais pour autant, enfin moi, je dis clairement, si ma mère devait être vaccinée, moi, je la vaccinerais dès que possible, quoi. Je veux dire que je n'hésiterai absolument pas à vacciner ces personnes-là. Non, c'est une façon de donner de l'argent pour le journal pour que ça continue. On nous dit qu'on peut aussi substituer avec une personne de confiance. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sous curatelle, et ça c'est un jugement, c'est clair, et c'est un acte juridique. Il y a d'autres gens qui sont sous la dépendance de famille. Donc, on a besoin de notre président. Donc des enfants qui peuvent donner leur consentement pour leurs parents. Merci docteur, merci Jacques d'avoir été en direct avec nous, médecin généraliste en Gironde. Donc on voit bien toute la difficulté, ça va être de convaincre. Alors tu as des EHPAD où il y a des médecins, et puis tu as et des EHPAD où il n'y en a pas, et puis alors après, moi je pense le problème c'est ça va être, que... Par contre, ce que je regrette... Pourquoi il y a un avocat, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires? Non, c'est une façon d'être... Les gens vont s'en remettre à leur propre croyance plutôt que à la science et à des données scientifiques telles que Jacques nous les a données. C'est ça qui est incroyable. J'ai juste des interrogations à propos de la sécurité et de la tolérance à court terme. Donc là, on a eu enfin les résultats. Alors, il y a quand même une chose importante à dire, c'est que ce n'est pas des résultats d'une étude scientifique qu'on a, enfin pas tout à fait. C'est-à-dire qu'on a le dossier que le laboratoire Pfizer a déposé à l'agence du médicament américaine. Donc, c'est les données Pfizer. Incroyable. Moi, je peux pas comprendre. Honnêtement, ça fait quand même 1 an qu'on nous pourrit la vie, que ce soit du point de vue de l'économie, où tout le monde veut absolument tout ouvrir, veut aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, en boîte, dans les salles de sport, dans les bars, etc. On a là une possibilité dont les médecins nous disent que tout questionnement est infondé. C'est pas moi qui le dis là, c'est le médecin qu'on vient d'avoir qui a dit questionner l'efficacité de ce vaccin est infondé. Quand on est vacciné, on n'a aucune possibilité d'attraper cette maladie. C'est pourtant clair. En tout cas, tu feras... Non, il aime bien être le clochard du coin. C'est toi la clocharde. Mais il pourra. Oh, ferme ta gueule, toi, ou quoi? Et toi, tu la fermes? Ben, papy te dira la même chose. Donne-moi un coup de canne, tu prends un coup de thé. Quoi? C'est vrai que quand les gens parlent d'effets secondaires sur 10 ans ou 15 ans, etc., mais ces gens-là ne l'ont pas en espérance de vie. Donc c'est même le raisonnement, je ne le comprends pas, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es en fin de vie, l'idéal sur la fin de vie, sur des gens qui sont placés en EHPAD, c'est qu'ils puissent vivre le plus longtemps possible et le mieux possible et profiter de leur famille. Méfie-toi, hein. Vas-y, mets-moi le coup de canne. Méfie-toi. Vas-y, mets-le. Mais qu'est-ce que tu fais par contre? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais par contre, bouge. Recommencez, espèce de... Là, par contre, c'est ton grand-père. Mange tes morts. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mange-moi. Tu vas pas ou quoi? Où c'est que t'as vu ça que tu parlais comme ça à ton grand-père? Pardon, il met un coup de canne alors j'ai bien fait. Alors, c'est ton grand-père, tu le répètes. T'as compris? À moi, tu me pousses pas comme ça. C'est bien compris? Comment corrélez-vous un ressentiment du personnel qui est parfaitement légitime à cette nécessité de vaccination, qui est plutôt une préoccupation scientifique, médicale pour le coup? Je comprends pas très bien. La façon dont vous nous expliquez les choses, ça résonne un petit peu comme une vengeance. Mais il dit une chose précise, il dit vous avez une aura, vous êtes très écouté, est-ce que vous ne risquez pas de nourrir cette défiance qui est déjà très forte en France? Mais moi je pense que pour ne pas nourrir la défiance, il faut dire la vérité aux gens. Voilà, c'est mon créneau. C'est ce que je pense depuis le départ de cette épidémie. On n'a jamais dit la vérité aux gens. Je veux dire, et M. Véran est parmi les premiers à ne pas. Vous voulez dire sur les masques, sur les masques, les tests. Rappelez-vous
la grande confrontation voilà, en mars. Bon, voilà. Donc, je suis désolé, hein, il me fait ce reproche. Que ne l'a-t-on entendu dire sur Didier Raoult ou sur d'autres collègues comme Christian Perron? Donc, je pense que pour avoir la confiance des gens, il faut leur dire la vérité. Si les gens ont l'impression qu'on leur ment, eh ben, la confiance, elle ne peut pas s'établir. Or, ce gouvernement a un vrai problème de déficit de confiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à passer les messages clés qu'il faudrait passer. Parce qu'un jour, il dit quelque chose, le lendemain, il dit le contraire. Enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, bon, voilà, moi, je suis sur une ligne relativement cohérente. C'est la science qui... Vous n'êtes pas anti-vaccin, mais vous dites j'attendrai avant de... Non, je ne suis pas du tout anti-vaccin, que ça soit très clair quand même. Je n'ai jamais été anti-vaccin. Je pense qu'au contraire, le vaccin, c'est un des plus grands progrès de la médecine qui existe. Moi, demain, je vais me faire vacciner à l'ambassade de Chine sans aucun problème. Toutes ces petites manips de l'État, depuis des années et des années, ça érode la confiance de l'État. D'accord, monsieur Chambert, moi j'entends ce que vous dites, ok, sauf que là... on ne fait pas appel à l'irrationnel, on fait appel à la rationalité des gens. Parce que là vous parlez d'un ressenti de gens qui ont effectivement certainement beaucoup de choses à reprocher à l'État. Mais là, on parle de rationalité, on parle de concepts scientifiques, de vaccination, de gens qui sont des soignants et qui donc savent qu'un vaccin, c'est la meilleure solution pour protéger tout le monde. First of all, I have to express appreciation to France because Dr. Didier Raoult's work in Marseille, it was some of the basis for what I've decided to do. You know why? Is that the viral load begins to exponentially increase around day 5 or 6 of the illness, of the symptoms of the illness. So if you have a very small, narrow window to intervene early, then you can really make a big difference. And then again, I used hydroxychloroquine and zinc, which is a gun and bullet analogy, where the hydroxychloroquine delivers the zinc inside the cell, and the zinc inhibits RNA-dependent RNA polymerase or replicase, which is the enzyme involved in viral replication. And the antibiotic, azithromycin, I was using has both antiviral properties as well as most likely preventing secondary opportunistic bacterial infections. And then subsequently, I've progressed to using steroids and anticoagulants and ivermectin and whatever. But the whole idea, the concept of early intervention of high-risk patients and the use of zinc was what was unique with my clinical approach. Yeah, the main, thank you. The main criticism that we got was that we didn't know the medical histories of the control group. And so they were saying that there was a selection bias. And they're 100% right. There is a selection bias. But the problem is the selection bias was against me or us. In other words, I was treating only high-risk patients, mostly elderly. The control group had low and high risk and of all ages. So in reality, the data that we reported was we were very conservative, even though 84% reduction in hospitalization with a p-value of significant value, almost zero, was significant, but in reality, it's even better than that. And so if we did anything, we underreported our findings simply because we knew that this paper would be scrutinized thoroughly, as it should be, and that we didn't want to overstate. We rather understate and overproduce than the other way around. So in reality, the selection bias that the control group presents is negative to our findings. In other words, it hurt us more than anything. So I think that that stands to show the credibility of the study. 79 ans, et dès que je serai dans le créneau des gens qui... Je suis à la maison, je suis en pleine forme. Dès que je serai dans le créneau des gens qui peuvent se faire vacciner, je le ferai. Pourquoi? Il faut calculer le risque que peut apporter ce vaccin par rapport aux bénéfices. Absolument. Moi, à mon âge, si je chope cette saloperie, c'est l'hôpital dans le meilleur des cas, c'est la réa dans le pire des cas, et le cimetière au bout du compte. Donc il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Il faut se faire vacciner. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on ne l'impose pas à notre tranche d'âge, puisque c'est nous qui en avons le plus besoin. N'importe quoi.
Qu'est-ce que c'est que cette famille? Thierry qui m'écrit, si jamais le vaccin devient obligatoire, sera digne d'un État totalitaire. Voilà. Yves qui nous dit, il n'y a à l'école, pardon, il y a des tas de vaccins qui sont obligatoires pour les enfants. Et pour se déplacer à l'étranger. Attends, mais les gens ont perdu tout sens commun. Tu ne peux pas aller à l'école si tes enfants n'ont pas les vaccinations obligatoires ou à la crèche. Enfin, je veux dire, ils ont perdu tout sens commun. Tu vas dans certains pays, les vaccinations sont obligatoires sur certaines maladies. Enfin, ils perdent tout sens commun. Ils croient que. Non, mais moi, si tu veux, ça me rend dingue au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on le rend obligatoire, parce que sinon c'est trop de polémique. Ce qui me rend dingue, c'est qu'il y ait des gens. Les gens disent une vaccination obligatoire est une dictature et ils oublient qu'il y a en France beaucoup de vaccins qui sont obligatoires dans plein de circonstances. Le pire, c'est qu'en dictature, tu envoies pas un message sur un réseau social pour dire que tu es en dictature. Eh, mais je t'emmerde. Ouais, tu t'emmerdes. Voilà. Puis je t'emmerde aussi. Eh, mais je t'emmerde. Alors attendez, j'ai Eddy qui m'écrit sur internet vaccin égale droit de visite aux aînés, il ne doit pas y avoir de débat, bien cordialement. Et puis il y a une question qui peut se poser aussi, je résume quelques autres réactions, c'est-à-dire bénéfice-risque, d'accord, mais si jamais une personne âgée décède quelques jours ou dans l'intervalle entre la première injection et la deuxième injection, est-ce qu'on pourra prouver que ce n'est pas un effet induit du vaccin et que c'est simplement sa pathologie qui aura dégénéré? C'est toute la question. Dans les EHPAD alors, chaque jour. Est-ce que vous allez accorder votre consentement, donner votre consentement pour que les aînés soient vaccinés quand ça va démarrer à partir de la semaine prochaine? Oui, mais c'est oui quand même assez timide, 56%. Mais il est légèrement majoritaire sur internet rmc.fr. Et là, on a un non sur Twitter. C'est bizarre. À 55,4%. En termes de stratégie, ça veut dire qu'on a d'un côté un espoir fort avec le vaccin. Et c'est ça qui va nous sortir de Covid-19. Et inversement, on a 6 mois passés encore difficiles. 2021 ressemblant à 2020. Et en particulier, les 3 ou 4 premiers mois, parce que ce virus, une fois de plus, est sensible au climat. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas une vie normale, théoriquement, c'est encore de la théorie, avant l'automne 2021. C'est à peu près ça. And that's the real question. Why is it the NIH, CDC, FDA, WHO, and whoever else, why have they not devoted resources to do studies on pre-hospital management of COVID? And maybe why? Oh, go ahead. I think because it works, and that's contrary to their agenda. Recombinaison virale. C'est quoi le risque de recombinaison virale? C'est que les virus adorent échanger du matériel génétique entre eux. Ils adorent ça. Ils le font avec une très grosse efficacité. Ça s'appelle la recombinaison. C'est pas spécifique au virus, la recombinaison. Mais les virus la pratiquent avec une très forte efficacité. C'est-à-dire que quand deux matériels génétiques viraux se rencontrent, ils échangent des morceaux entre eux. Et ça fait ce qu'on appelle des virus recombinants. C'est-à-dire un nouveau matériel génétique constitué en partie du virus 1 et en partie du virus 2. Et ça fait ce qu'on appelle un virus recombinant. Le virus recombinant, on en a beaucoup entendu parler avec le virus H1N1. Le virus H1N1, c'est un recombinant entre 3 virus. Le virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine et de la grippe porcine. Et on sait à quel point ça fait flipper, si je puis dire, ça fait peur, parce que un virus recombinant, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est-à-dire que soit il sera moins virulent que les virus de départ, et tant mieux, soit il sera beaucoup plus virulent que les virus de départ. Et donc, évidemment, la probabilité que ça arrive dans la vraie vie, elle est faible. Parce qu'il faut que les deux virus se rencontrent. Et pour qu'ils se rencontrent, il faut que nos cellules soient infectées en même temps par deux virus. C'est peu probable. Mais dès lors qu'on introduit du matériel génétique volontairement, du matériel génétique viral dans nos cellules, que ce soit de l'ARN ou que ce soit de l'ADN, parce que la recombinaison virale se fait aussi bien entre virus à ARN qu'entre virus à ADN. On ne peut pas le faire entre ARN d'un côté et ADN de l'autre. Mais deux virus ARN, deux virus ADN peuvent sans problème échanger du matériel génétique avec une très forte efficacité. Dès lors qu'on introduit dans nos cellules du matériel génétique viral de façon volontaire, il suffit qu'on soit infecté dans ces mêmes cellules par un seul virus de même nature pour que la recombinaison se produise. Alors évidemment, cette recombinaison, c'est pareil, hein. Il faut dire, ah ouais, mais il faut que la personne qui est vaccinée soit en même temps infectée dans les mêmes cellules. Alors ça va être quelles cellules? Les cellules musculaires. On va faire intradermique, intramusculaire. Donc les cellules du derme, les cellules musculaires, les cellules du tissu conjonctif, qui sont des cellules qui enveloppent
nos différents organes, notamment nos faisceaux musculaires, des cellules sanguines, parce qu'effectivement, on va traverser à travers la peau, le muscle, on traverse des petits vaisseaux. Bon, voilà. Et donc, il faut que ces cellules soient en même temps infectées par un autre virus. Oui, ça existe. Ça existe, bien sûr. Il y a des virus qui infectent des cellules musculaires, des cellules de la peau, des cellules sanguines. Bon, ça existe. Donc, maintenant, effectivement, il faut que la personne qui est vaccinée soit infectée. Oui, mais on va vacciner, par exemple, en pleine période d'hiver, où on risque qu'un certain nombre de personnes auront peut-être le virus de la grippe. Alors, on va me dire, le virus de la grippe, ça touche pas les mêmes cellules. Oui, d'accord, mais il y a d'autres virus. Il y a d'autres virus. Alors là encore, on est sur des fréquences faibles. Mais, c'est-à-dire que la probabilité que ça se produise en termes de fréquence est faible. Admettons que ce soit, je sais pas, moi, 10-7, 10-8, c'est-à-dire une personne sur 10 millions ou une personne sur 100 millions. Mais on va vacciner massivement des centaines de millions de personnes. Donc cet événement, statistiquement, va forcément arriver. Et oui, ben, quand bien même ça arriverait, la personne concernée, ce sera bien dommage pour elle, mais ce sera une personne sur 100 millions. Ou... Oui, mais attention. Attention, c'est que ce virus recombinant, s'il est virulent, il ne va pas être virulent que chez la personne chez laquelle il va se fabriquer. C'est qu'il va proliférer et qu'il va aller infecter d'autres personnes. Voilà. Et n'oublions pas qu'il suffit qu'un virus arrive un jour quelque part pour que les conséquences soient colossales et mondiales. Le virus SARS-CoV-2 est arrivé un jour quelque part. C'était à Wuhan. Il est arrivé un jour quelque part. Aujourd'hui, les conséquences sont colossales et mondiales. C'est pour ça que le risque ne doit pas être considéré seulement à l'échelle de l'individu vacciné, mais à l'échelle de la population. Et donc, il ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Et là, en voulant lutter contre un virus, on risque d'en générer des nouveaux. Voilà, ça c'est un risque dont on ne parle jamais, peut-être parce que ça fait trop peur, peut-être parce que c'est un peu trop difficile à expliquer, puis qu'on se dit, oh, mais non, ça va pas arriver. On va passer à travers les mailles du filet. Voilà.